Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, vous êtes les bienvenus sur le plateau de l'invité de la semaine. Et pour le compte de ce numéro, on parle éducation. Oui, éducation parce que vous le savez, on a déjà une idée claire du visage des différents examens de fin d'année au titre de l'année 2023. Le CEP, le BPC, le bac, enfin, il y a quelques jours. On parle de 81,29%, 69,21% et puis 63,08% pour respectivement le CEP, le BPC et le baccalauréat au plan national. Que dire de ces différents résultats? Quelle appréciation? Que faut-il réellement retenir des failles enregistrées au titre de cette année ou des performances obtenues au niveau des différents niveaux de degré d'enseignement? C'est le sujet autour duquel nous allons échanger ce lundi avec notre invité du jour qui est également un acteur clé du système éducatif. On ne le présente plus. Le docteur Maurice Fadéon, enseignant du secondaire, très actif dans la lutte syndicale. Il est le porte-parole du Front au niveau départemental. C'est avec nous que nous allons échanger autour de ces questions. Merci de nous rejoindre sur Fraternité FM TV. Bienvenue, c'est parti. Retour maintenant en plateau avec mon invité du jour, Maurice Fadéon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Fraternité FM TV. Je le disais tout à l'heure, vous êtes enseignant du secondaire et vous êtes très actif également, très engagé dans la lutte syndicale. On vous voit sur le terrain par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler des résultats ou du rendement de l'année scolaire 2022-2023. Les résultats sont connus à tous les niveaux. Le CEP, le BPC, le baccalauréat, enfin, il y a quelques jours en arrière. De façon globale, quand vous avez eu ces résultats, le CEP 81% au plan national, le BPC 69%, et puis enfin le baccalauréat, on parle de 63% comme taux de réussite au plan national. Comment vous avez accueilli ces chiffres? Non, monsieur le journaliste, il faut dire que c'est avec grande satisfaction que nous avons accueilli ces chiffres. Et il me plaît au détour de cet entretien de remercier tous les acteurs qui ont concouru à ces résultats-là, parce que nous sommes dans un système où il y a plusieurs maillons de la chaîne qui interviennent, notamment le politique, c'est-à-dire le ministère, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les enseignants, première loge. Donc tous ces acteurs-là concourent à ces résultats-là. Donc il faut les féliciter, il faut les remercier pour le travail abattu au cours de cette année scolaire. Mais c'est des résultats satisfaisants, quand bien même, si nous prenons l'approche en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire l'approche par les compétences, on peut dire que c'est acceptable. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça selon l'approche. On doit être autour de 90 voire 100%. Donc il y a encore des efforts à fournir, mais déjà on peut se réjouir, ne serait-ce qu'en comparaison avec le passé. On peut déjà se réjouir de ces résultats et se dire que le système éducatif béninois est sur de bonnes roulettes. Non mais quand vous le dites, bon, satisfaisant tel que vous le dites, certainement parce que vous êtes acteur, influent dans le système, mais est-ce que aussi ce n'est pas trop exagéré les chiffres que nous avons quand on se réfère au niveau réel des apprenants? Est-ce que CEP 81%, 69% pour le BPC et puis 63% pour le bac, est-ce que ça reflète réellement le niveau des candidats, le niveau des apprenants? Je peux dire que ça reflète le niveau des apprenants, d'autant plus que nous sommes dans une trilogie, c'est-à-dire enseignement, apprentissage et évaluation. Et au niveau de l'évaluation, nous sommes à l'heure actuelle au niveau de l'évaluation critériée. Donc lorsque le candidat remplit un certain nombre de critères, il passe forcément. Donc c'est ça qui fait que vous voyez que ces résultats sont un peu plus élevés. Ces chiffres, je vous ai dit que ces chiffres
par rapport à l'approche par les compétences, ne sont pas encore trop satisfaisantes dans la mesure où, avec cette approche, on doit tourner autour de 90 voire 100% de réussite. Parce que lorsque vous êtes dans l'enseignement, dans l'apprentissage, les deux autres volets de la trilogie, vous devez amener même le dernier apprenant à comprendre avant de partir à la maison le cours qui est déroulé. Parce que le système voudrait que l'apprenant soit au cœur de l'apprentissage. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit normalement avoir des résultats plus élevés que ça. C'est pourquoi je ne m'offusque pas des chiffres. Mais lorsque vous entendez sur le terrain, ça il faut faire la nuance, et les enfants s'exprimer dans la langue de travail qui est le français, vous doutez un peu de leur niveau. Mais il ne s'agit pas de niveau de langue aujourd'hui. Est-ce que vous avez connaissance réellement ou bien vous vivez réellement ce genre de situation où vos apprenants, je vais le dire, sont parfois incapables de formuler une, deux phrases sans des fautes? Non, ça c'est notre vécu quotidien, nous vivons ça au quotidien, donc on ne peut pas nier cela. Il y a un problème de langue qui se pose à nos apprenants et même ceux qui échouent, la plupart du temps dénotent de cette non-maîtrise de la langue française qui est la langue du travail. Mais cela n'est pas le seul facteur qui concourt au résultat aujourd'hui. Je vous ai dit que nous sommes dans une évaluation critérique. Je vous donne un seul exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a des matières, je prends par exemple l'histoire et la géographie que j'enseigne dans les collèges de la ville de Parakou. Lorsque déjà le candidat arrive au niveau de la dissertation à présenter une introduction, un corps du devoir et une conclusion, et que vous, en tant que correcteur, vous voyez les trois parties séparées, il a déjà démis. Quel que soit ce qu'il écrit, même s'il dit qu'il vous injurie dans l'introduction, même s'il vous insulte dans le corps du devoir, vous lui attribuez la note 0,50. Donc dans la forme déjà. Vous voyez? Et en dehors de ça, lorsqu'il respecte la chronologie, l'ordre des consignes, il a encore démis. Ça veut dire quoi? On n'attend pas de lui une production où les éléments de réponse y soient. Donc, il y a des critères d'évaluation et c'est par rapport à ça que vous constatez aujourd'hui que même avec le niveau qu'ils ont, ils arrivent à totaliser un certain nombre de points qui les amènent au niveau du seuil de réussite et qui fait qu'aujourd'hui, les résultats sont améliorés. C'est vrai, il y a du travail à faire au niveau de la maîtrise de la langue, mais n'oubliez pas le point de départ, nous sommes dans une évaluation critérique. Évaluation critérique, vous l'avez dit, d'accord, mais dans les critères, je voudrais insister là-dessus, vous avez participé aux travaux de correction. Quand vous prenez, si je prends par exemple le baccalauréat, la portée des épreuves et également les consignes, les critères dans la correction, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, comparativement à 10 ans, 20 ans ou 30 ans en arrière, beaucoup de facilité dans la composition des épreuves, dans la composition la proposition des sujets? Oui, ça c'est l'approche par les compétences qui le veut ainsi. Parce que l'examen que nous avions passé, nous avons des consignes qui prêtent à équivoque. Je vous donne le cas quand j'étais allé au baccalauréat entre 96 et 97. Et le sujet que j'ai traité au baccalauréat, aujourd'hui on dira que c'était un sujet vague, mais c'était de cette façon qu'on formulait les sujets, c'était les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Point. Il n'y a plus de consignes. Aujourd'hui on ne peut plus donner des sujets du genre. On décline le sujet en des instructions contenues dans la consigne pour orienter le candidat. Et déjà, si le candidat, il y a un contexte d'évaluation, il y a une tâche, et ensuite la consigne qui est démultipliée en des instructions. Si l'enfant arrive déjà à maîtriser tous ces paramètres, il ne peut que réussir s'il a bien appris ses cours, s'il a bien fait ses exercices au cours de l'année, et s'il a de la logique et il a de la culture dans la matière. Donc c'est dire qu'aujourd'hui on ne peut plus présenter les épreuves comme on les présentait il y a 20 ans. Les choses ont changé et l'approche par les compétences voulait qu'il n'y ait pas de consignes équivoques, il faut des consignes univoques. Et ça permet à l'apprenant de savoir réellement ce qu'on lui demande et il va objectivement à cela. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous allez constater que de plus en plus nous enregistrons un fort taux de réussite au niveau des différents examens. Par le passé, dans un quartier c'est à peine une ou deux personnes qui réussissent. Aujourd'hui, c'est pas dizaines qu'on enregistre des réussites. Je me rappelle l'année où j'étais allé au bac,
la Donga, Takora Donga entier donnait 40 admis au bac, alors que ma seule salle où j'avais évolué au CG Hubert Maga aujourd'hui, bon, au CG1 aujourd'hui, CG Hubert Maga, il y avait 49 sur 56 qui ont eu le bac dans cette seule salle. Ça fait que notre directeur d'alors, paix à son âme, Orugura Joseph, a organisé une fête et on nous a demandé de faire des propositions pour l'amélioration de la suite après notre départ. Donc, ce qui a émerveillé tout le monde, c'est dit qu'aujourd'hui, ce qu'on a comme résultat reflète bien l'approche qui est en cours et reflète le niveau d'évaluation des apprenants. Et il faudrait ajouter que par rapport à tous ces résultats, c'est qu'il y a plusieurs autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Justement, au-delà de l'aspect approche par compétence ou des critères trilogiques que vous avez évoqués tout à l'heure, quels sont les autres aspects, les autres facteurs où, je veux dire, des réformes ou des orientations qui ont favorisé ou milité en faveur de ces fortes réussites que nous avons eues? Oui, d'abord il faut vous dire aujourd'hui qu'avec l'introduction du système EducMaster dans le système éducatif de façon générale, parce que c'est allé déjà au primaire, c'est au secondaire et c'est en train de prendre corps supérieur, il y a quand même un tamis qui a été mis en place. N'importe qui ne peut plus se présenter comme candidat et n'importe qui ne peut plus sauter de classe comme bon lui semble. Vous savez, par le passé, même quand nos élèves reprennent la classe de première ou la classe de quatrième, ils vont dans les écoles privées pour faire la classe suivante. Ça fait qu'ils n'ont pas le niveau et cela va en défaveur du système parce qu'ils plongent les résultats l'année suivante. Cette manière d'agir, de faire, n'est plus désormais une chose admise dans le système avec EducMaster où tous les candidats doivent être renseignés et la présentation des candidats dénote de ce système informatique mis en place dans le système. Deuxième chose, il faut dire qu'aujourd'hui que la communauté a pris conscience de l'enjeu qu'elle doit s'impliquer dans l'éducation des enfants. Vous n'êtes pas resté sans savoir que dans presque tous les collèges, vous voyez l'implication aussi de la communauté à la base, que des hommes politiques, à travers l'organisation des cours de renforcement, qu'on appelle communément des travaux dirigés TD, et ce qui galvanise, qui renforce la capacité des apprenants et qui fortifie leur niveau, et cela permet également d'avoir ces résultats. L'autre chose, c'est que, et ça si je ne le disais pas, ce serait un péché pour moi, depuis un certain nombre d'années, nous avons eu à la tête surtout du ministère de l'enseignement secondaire un manager. Un manager qui s'est fait entourer de cadres compétents et ça donne satisfaction à tous les acteurs. L'enseignant n'a pas besoin d'être violenté, brutalisé. Il a besoin qu'on mette en place un management qui nous permet d'atteindre les objectifs fixés par l'État. Vous voulez parler du ministre Yves Kouaro? Justement, ça il faut... Il vient d'arriver. Il vient d'arriver, mais ça fait déjà un certain nombre d'années. Il est là, ça fait au moins déjà 3 ans, si je ne me trompe pas. Mais le management qu'il a inspiré à ce système a créé un bon nombre d'acteurs du système parce que son prédécesseur nous a laissé des goûts amers. Et ça, il faut le dire. Le professeur Maouyon Kapou nous a laissé un goût amer dans ce système-là. Et celui qui l'a succédé, je ne sais pas par quel achemie, le président de la République est allé dénicher ce cadre-là, qui n'est même pas enseignant. Est-ce que vous ne le dites pas parce que c'est votre ami personnel? Non, ce n'est pas parce que c'est mon ami personnel, mais depuis qu'il était même directeur des ressources humaines, vous pouvez interroger nos responsables syndicaux au plan national, ils ne vous diront pas le contraire. C'est un manager, c'est un gestionnaire des ressources humaines. Et puis, il met ça là au profit du système. Aujourd'hui, vous avez vu que même les responsables administratifs sont déjà nommés pendant les vacances. Cela dénote que nous allons démarrer l'année scolaire 2023-2024 sur les chapeaux de roue. C'est ce que nous voulons pour le système. C'est vrai aussi que dans les facteurs qui ont concouru à ces résultats, il y a la calmie observée dans le système. Par le passé, c'était des grèves payées, c'est vrai, nous étions des acteurs de ces grèves, mais il faut dire que les problèmes que nous posons devaient être réglés en amont. C'est quand ce n'est pas réglé en amont que vous voyez tous ces débrayages-là. Donc on va dire que maintenant, sur le plan de la lutte syndicale ou bien du dialogue social, je crois que le climat est apaisé, vous avez satisfaction, c'est pour ça que bon, tout est apaisé, il n'y a pas de perturbation au cours de l'année. Non, au niveau du dialogue social, tout n'est pas encore rose, puisque les conseils ne sont pas convoqués à temps, et comme cela se doit, comme prévu par les tests. Mais déjà, il faut saluer l'ouverture d'esprit qu'il y a
par rapport au dialogue social. C'est vrai, tout n'est pas rose, je l'ai dit, je le martèle encore, mais il faut déjà saluer ce qui se fait. Si déjà les problèmes peuvent être résolus en amont, je crois que le système va mieux se porter dans sa forme. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité. Mais nous n'avons pas été trop écoutés et ça fait que le débrayage est toujours au rendez-vous. Ce n'est pas notre souhait que l'école soit prise en otage par des grèves pelées. Depuis un certain nombre d'années, c'est vrai, nous ne sommes pas aussi d'accord avec la restriction des libertés syndicales, mais il faut dire que cette accalmie concourt à ces résultats et il faut saluer cela, mais il faut améliorer le climat du dialogue social. Ce n'est pas encore ça. D'accord. Non, mais vous avez évoqué tous ces bons aspects, mais il n'y a qu'en début d'année, si je prends l'année scolaire 2022-2023, il y a un problème, même l'année 2021-2022, un problème de redéploiement des aspirants au métier de l'enseignement qui s'est posé, où on a vu que c'est en pleine année scolaire que ça s'est réglé, où des classes, ou même des classes d'examen qui ont passé tout un trimestre sans enseignants. Vous savez, c'est un système un peu complexe, parce qu'ici, il s'agit de toute l'étendue du territoire et il faut une gestion efficiente et efficace du système. Et vous savez, chaque année, il y a des départs à la retraite. Et si les AME étaient en place et qu'il y a des départs à la retraite, alors que le recrutement en masse que nous avions souhaité au niveau des partenaires sociaux, ce recrutement n'est pas au rendez-vous, il faut dire qu'on est obligé de faire appel à des aspirants au métier de l'enseignement. Et cela, on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. C'est pourquoi il y a d'ailleurs même la base de données, et c'est dans cette base de données qu'il faut puiser pour régler ces problèmes. Mais laissez-moi vous dire que c'est quand l'année commence qu'on fait le point de ce vide-là et on renseigne l'autorité compétente pour en fait redéployer. C'est ça qui met un peu du temps. Mais je crois que c'est mieux que par le passé. Depuis 2 ans, nous avons constaté une amélioration dans le système par rapport au redéploiement des AME. Et là même, je me réjouis par rapport à la décision du gouvernement de faire de ces AME, à partir du mois d'août prochain, je crois que si les engagements sont respectés, ces AME pourront passer des tests et devenir des agents contractuels du droit public, des ACDPE de l'État. Donc, c'est dire que des mesures sont en train d'être prises pour corriger cet état de choses et nous allons souhaiter et nous allons prier pour que les engagements soient respectés. À vous entendre, c'est que les réformes, les nouvelles orientations ou stratégies politiques mises en place par le gouvernement aujourd'hui est en train de payer et vous êtes favorable et d'accord avec tout ce qui se fait. Tout ce qui est fait n'est pas à accepter de but en blanc. Non, il faut faire la nuance des choses. Il y a des choses, des réformes qui ont été opérées et qui ont montré leurs limites. Il faut les corriger. Lesquelles par exemple? Alors, quand vous prenez le système des AME, tel que ça fonctionne, il y a encore des réformes à opérer à ce niveau. Tout à l'heure, vous avez déploré le redéploiement tardif. Nous avons un temps scolaire à passer. Et si l'enseignant doit venir après 3 mois, vous voyez déjà le temps raté. Ça pose déjà un problème. Donc, il faut pallier à cela. Et alors, en dehors de ça, vous savez qu'il y a des réformes qu'il faut saluer. Je vous ai dit que le manager que nous avons à la tête de notre ministère, surtout au niveau du secondaire aujourd'hui, favorise un certain nombre de choses. Je vous ai parlé par exemple du redéploiement des enseignants et de la nomination des personnels administratifs à temps. Vous voyez déjà que les gens s'apprêtent à faire les passations de services et à se mettre à la disposition de l'école avant la rentrée. Cela va donner un plus. On va gagner en temps scolaire et on va gagner en termes d'engagement et en termes de mise en œuvre du programme du nouveau chef d'établissement ou du nouveau censeur ou du nouveau surveillant. En tout cas, bref, tout le système va être prêt avant le démarrage des activités pédagogiques proprement dites. Donc, ça là, c'est des réformes à capitaliser. Le camarade docteur Maurice Fadana me surprend ce matin de toutes les façons. Il apprécie tout ce qui est fait et qui nous permet notamment d'avoir ces résultats. Mais que dire du cas des départements du Borgou et de la Liborie? Notamment de la Liborie. Je vais y venir tout à l'heure. Dans le Borgou, on est classé. L'année dernière, on était premier au CEP, cette année deuxième. BPC, on est classé 6e avec 71 comme taux de réussite. Au bac, on est classé 7e avec 57% comme taux de réussite. Non. La Liborie, l'enfant malade. Classé dernier au CEP, dernier au BPC, au bac, 10e. Oui, et j'ai salué même la prouesse réalisée au bac parce que la Liborie n'a pu tenir la lanterne des départements en matière de résultats au bac. Au moins, la Liborie a été 11e. 10e. Et 10e. Ok.
Sinon, je crois qu'après la Liborie, c'est les collines. Donc, je dis, ça a été salué, je l'ai écrit sur un forum, je dis, tout au moins, je suis satisfait. C'est vrai, ils n'ont pas fait un grand bond, mais ce qui a été fait a déjoué les pronostics parce que depuis plusieurs années, la Liborie a toujours gardé la lanterne. Et cela m'amène à réfléchir. Et j'ai réfléchi longuement par rapport à la situation et j'ai situé les responsabilités à plusieurs niveaux. Alors, par rapport à la Liborie, vous savez, c'est une zone fortement agricole où les enfants sont sollicités pour les travaux champêtres. Ça fait qu'avec la mise en place des pluies à la veille des examens, les enfants s'adonnent beaucoup plus aux activités agricoles et délaissent l'école. Ce qui fait qu'ils ne sont pas au rendez-vous du donner et du recevoir par rapport à l'évaluation. L'autre chose, c'est le personnel enseignant. Quand vous regardez le profil du personnel enseignant dans ces départements, ça laisse à désirer. Et là, c'est une invite à ce que le tir soit corrigé. Parce que quand vous allez dans la Liborie et que vous regardez le grade des enseignants qui séjournent dans ce département, il y a problème. Et cela m'a même dit, pour corriger le tir, il faut une mesure d'incitation. Il faut une mesure d'incitation. Ça fait plusieurs années. C'est-à-dire que le gouvernement doit créer un cadre propice pour l'épanouissement des enseignants qui sont envoyés dans ces zones pour qu'ils ne se sentent pas dans des zones déshéritées ou dans des zones rouges. Parce que nous avons 3 zones dans le système. Nous avons la zone verte, la zone jaune et la zone rouge. Parce que vous prenez par exemple une commune comme Carré-Maman, où la voie d'accès, j'ai été nommé censeur là-bas, où la voie d'accès est difficile. Et vous demandez aux enseignants d'y être, ça pose de sérieux problèmes. Même pour leur paye, vous voyez, ils doivent quitter Carré-Maman, soit pour venir à Guinée ou pour aller à Manville. Et ça dérange un peu le déroulement des activités pédagogiques. Donc il faut des mesures. On peut même, par une décision politique, commencer par construire des logements pour ces enseignants dans ces zones-là, pour leur permettre d'avoir un cadre de vie décent pour exercer leur mission. Parce que quand vous y allez, c'est des huttes. Vous avez le taudis que vous habitez. Je connais ce dont je parle. Dire que la Liborie est toujours derrière cela s'explique par ces facteurs-là. Quant au Borgou, vous voyez les résultats de jour en jour évoluent en dents de scie. En dents de scie, mais c'est la preuve que le système n'est pas stable. Il y a des choses qui manquent. Si on doit revenir sur le cas de la Liborie ou même de l'Atakora de l'autre côté là-bas, est-ce que le facteur terrorisme, djihadisme, l'extrémisme violent et tout ça n'a pas aussi joué, n'a pas aussi contribué? C'est un phénomène, je peux dire, conjoncturel qui est arrivé et il faut circoncire le mal. Et je crois que le gouvernement se déploie à parvenir à la résolution de cette crise. C'est une crise politique internationale même, parce que ça ce n'est pas seulement lié au Bénin. Vous savez, le Burkina, le Niger et autres pays sont frappés par ce phénomène-là. Mais ça perturbe. Vous n'êtes pas resté sans savoir que durant l'année scolaire, des écoles ont été fermées parce que les enseignants et les élèves ont pris leurs jambes au cou pour laisser les tables et bancs et les tableaux aux djihadistes. Donc, ça perturbe les activités pédagogiques et c'est difficilement qu'on arrive à réunir les élèves autour de l'idéal. Et ça peut se ressentir au niveau des résultats. Je dis, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte par rapport à l'analyse de ces résultats, surtout quand on va de département par département. Les départements n'ont pas les mêmes réalités. C'est pourquoi lorsque on tape sur les mêmes critères pour classer tous les départements, je dis que c'est des classements biaisés. C'est des classements biaisés dans la mesure où tous les départements ne sont pas lotis à la même enseigne. Il faut revoir les choses. Alors, dans l'option de revoir les choses telles que vous le dites, si on vous demandait d'orienter le gouvernement par rapport, c'est-à-dire au cas par cas, prenant ces départements, vous avez évoqué le cas de l'Atlantique littoral, on a parlé du Borgou, on a parlé de la Liborie, l'Atakora et la Tonga également. Dans les départements de Jou et des collines, le Mono, Koufo et tout ça aussi, il y a des réalités que les acteurs vivent. Alors, exclusivement pour le Borgou ou même pour la Tonga ou la Takora, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète, en 2 points comme exemple? De façon concrète, il faut revoir le personnel enseignant. Revoir, c'est-à-dire... Quand je dis revoir, la formation... La formation. Vous savez, depuis plusieurs années, nous n'avons pas les formations continues.
Nous avons que des animations pédagogiques dans nos établissements et des animations pédagogiques de zone. Cela ne suffit pas. La plupart du temps, même quand vous regardez ces animations pédagogiques de zone, vous constatez que le thème ne cadre pas avec les besoins sur le terrain. Donc il faut réorienter ces animations-là vers des formations continues. Ça manque cruellement au système. Et il faut revenir à ce que nous faisions par le passé, la formation continue. Et cette formation continue doit rimer avec le recrutement en masse de personnel enseignant qualifié. Ça, il faut qu'on insiste là-dessus. On ne peut pas vouloir élever des bœufs et aller confier ça à un paysan qui n'est pas un bouvier. Il risque de faire perdre là où il ne faut pas faire perdre les bœufs et perdre ces animaux par rapport aux épisodiques que ces animaux peuvent contracter. C'est la même chose qui se passe dans notre système. Il faut voir comment revoir un peu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui peut-être va en harmonie avec la première proposition, c'est le corps d'encadrement. Ça manque cruellement sur le terrain, mais un effort est en train d'être fait parce que j'ai vu que des CP ont été formés et redéployés tout récemment, les conseillers pédagogiques, au niveau du secondaire surtout. Donc il faut revoir le corps d'encadrement. Parce que la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse, dit-on. Ils ont un rôle de contrôle sur le terrain de l'activité pédagogique et ça, il faut saluer cela. Déjà, qu'ils ont déjà commencé quelque chose, c'est déjà bien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un suivi, il y a une planning du programme à exécuter. Si bien que déjà avant d'aller en congé de Pâques, le maximum est déjà fait. C'est au retour qu'on essaie de régler, de faire des réglages pour permettre à l'apprenant d'être au top niveau pour affronter les examens. Donc, il faut revoir ce code d'encadrement. Ainsi, on pourra s'attendre à de meilleurs résultats. Parce que c'est sur l'homme qu'il faut agir. Et si ceux qui agissent sur les enfants ne sont pas bien outillés, nous n'aurons pas le résultat escompté. On peut entreprendre les plus belles réformes du monde, mais si on n'y va pas là, on aura toujours des problèmes. D'accord. Dans les dernières secondes de cette émission, Dr Maurice Fadéon, on va vous laisser la caméra pour votre message de félicitations à l'endroit des candidats, mais surtout à l'endroit des acteurs, des autres acteurs, vos camarades, vos collègues, vos amis, et notamment les autorités pour d'autres choix, d'autres orientations à prendre pour les années à venir. Merci, monsieur le journaliste. Je l'avais dit d'entrée de jeu, je voudrais féliciter tous les apprenants, écoliers, élèves qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu au terme des 9 mois d'intenses activités pédagogiques. Je voudrais également encourager ceux-là qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu réussir à ces différents examens. Ce n'est pas encore la fin du monde. Beaucoup de courage. L'année prochaine, ce sera le bon résultat pour eux. Qui ne se découragent pas, qu'ils scrutent avec beaucoup de sérénité leurs résultats, qu'ils voient là où ils ont failli et qu'ils se reprennent au sérieux et ils verront que le succès serait à leur porte l'année prochaine. Quant aux autres acteurs, notamment les enseignants, je voudrais leur dire bravo et félicitations pour l'encadrement et le suivi des apprenants au cours de l'année qui vient de s'achever et dont les résultats nous ragaillardissent tous. Donc je voudrais leur dire bravo et félicitations. Continuons dans la même lancée et si possible, améliorons notre prestation au niveau des salles de cours et nous allons redorer le blason de notre système. Beaucoup ont commencé par nous faire surtout confiance au niveau du système public parce que par le passé, c'est le privé qui redonnait de très bons résultats, mais aujourd'hui nous sommes revenus. Il y a un renversement de la tendance et je tiens à féliciter tous ceux-là qui œuvrent inlassablement pour que nous soyons à ce niveau. Quant aux décideurs politiques, je dis, par rapport aux différentes réformes, je voudrais qu'ils associent tous les acteurs et la voie pour l'émergence de l'école béninoise sera trouvée par nous tous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très bien, voilà donc, mesdames, messieurs, chers internautes, c'était donc le docteur Maurice Fadéon, je le disais, enseignant du secondaire. Il est également syndicaliste, très engagé dans la lutte syndicale pour l'obtention de meilleures conditions aux travailleurs. Et il a dit, tous nous avons comme ambition de redorer le blason de l'école béninoise et par rapport à ses résultats. Et il s'en réjouit, il félicite les différents acteurs, mais il dit attendre encore d'autres orientations, d'autres choix stratégiques
pour améliorer les années à venir les différents résultats au niveau de chaque degré d'enseignement. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas pour votre très aimable attention. Le plaisir sera pour moi et pour toute l'équipe de réalisation de vous retrouver très prochainement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une évolution.